Mesdames, Messieurs, jeunes femmes et jeunes hommes, merci de vous joindre à nous pour réviser l'actualité déjà de cette dernière semaine du premier mois de 2026. Au cœur de l'hiver témiscamien, nous espérons que le froid intense des derniers jours ne vous empêche pas d'en profiter, bien habillés et en santé dans toute cette nordicité. Bienvenue sur TVC9 et TV Témis. En manchette cette semaine, le projet Onimiki réduit de moitié par respect pour l'environnement. Les nouveaux arrivants de plus en plus présents en Abitibi-Témiscamingue et de nombreux jeunes seront de la finale centralisée des Jeux du Québec à Rouyn-Noranda. Et du côté sur les chemins maintenant, oui, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui a annoncé la fermeture temporaire pour une durée indéterminée du ponceau R0815-03 qui traverse le ruisseau Naudier, également connu sous le nom davantage de Fly Creek, situé au kilomètre 88 de la route 0815 sur le territoire du canton Guy, dans la MRC de Témiscamingue. La mesure fait suite à une inspection révélant un danger potentiel pour la sécurité publique. Des panneaux de signalisation sont installés pour sécuriser la zone et informer les usagers. Le ministère invite donc la population à planifier ses déplacements en conséquence et à faire preuve de vigilance. Il est important de respecter la signalisation en vigueur car toute infraction à ces restrictions peut entraîner une amende entre 500 et 10 000 $ en vertu de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Plus de détails, vous êtes invités les usagers à consulter les cartes de déviation prévues. Et Énergie renouvelable Onimiki abandonne la construction d'une seconde centrale prévue à Témiscamingue pour concentrer ses efforts sur un seul site au nord du territoire, un choix présenté comme plus réaliste sur les plans techniques, environnemental et économique. Après révision de la faisabilité du projet, la centrale Onimiki Sud est mise de côté. Les analyses menées par le promoteur démontrent que les conditions ne sont pas réunies pour justifier la réalisation de cette infrastructure. Le projet Onimiki, qui repose donc désormais sur une seule centrale hydroélectrique, Onimiki Nord, située à environ 30 km au nord de Témiscamingue. La puissance projetée de la centrale se situerait entre 60 et 70 MW. Des études environnementales, techniques et économiques sont toujours en cours pour déterminer le scénario optimal pour sa conception et son intégration au milieu. Selon le président d'Énergie renouvelable Onimiki, David McLaren, la décision vise à réduire la complexité du projet tout en maintenant ses retombées positives. Il dit, et je le cite, « Le projet Onimiki est toujours en phase d'évaluation et se précise au fur et à mesure que les études et consultations progressent. La décision est responsable et permet de diminuer la complexité du projet. Selon M. McLaren, notre objectif demeure de proposer un projet porteur pour les Premières Nations et le Témiscamingue. Des assemblées d'information, notez-le, et de consultations publiques vont être annoncées dans quelques semaines dans le cadre de l'étude d'impact environnemental. Ces rencontres permettront à la population et aux organisations locales de prendre connaissance de l'évaluation du projet et de poser leurs questions. Le dépôt officiel de l'étude d'impact s'est prévu au milieu de 2026. Et parlant démographie, longtemps à l'écart des grands mouvements migratoires, l'Abitibi-Témiscamingue qui se retrouve aujourd'hui dans la mire des nouveaux arrivants selon le plus récent bilan démographique de l'Institut de la statistique du Québec. L'immigration, jadis marginale dans les régions éloignées, est désormais un moteur de croissance porté par la pénurie de main-d'œuvre et par des initiatives locales d'intégration. Mais la tendance demeure fragile. La professeure Michelle Valtz-Laroussi rappelle que la régionalisation de l'immigration ne sera viable que si les conditions de vie permettant aux nouveaux arrivants de s'enraciner durablement. Un défi de taille alors que plusieurs résidents de longue date continuent de quitter les territoires. À l'échelle provinciale, Montréal, la Montérégie, la capitale nationale, Québec, Laval, l'Outaouais et Chaudière-Appalaches demeurent toutefois les principales régions d'accueil des nouveaux arrivants.
Et parlons de budget et du cégep en pleine croissance de la population étudiante, le réseau collégial public qui réclame des investissements majeurs pour éviter un essoufflement de l'offre de formation en région. Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027, la Fédération des cégeps demande 75 millions de dollars en financement de fonctionnement et 950 millions pour les infrastructures et les équipements. Une revendication qui résonne fortement dans notre région où les cégeps jouent un rôle clé pour la formation de la relève, la requalification de la main-d'œuvre et la vitalité économique régionale, alors que le réseau devra accueillir des milliers de nouvelles personnes étudiantes dans les prochaines années. Les cégeps qui doivent composer avec un manque à gagner historique et des contraintes administratives qui limitent leur capacité à répondre aux besoins locaux. Sans investissement supplémentaire, la Fédération qui craint que l'accessibilité aux études supérieures et la réussite étudiante en région soient directement menacées. Et allons faire un tour à la MRC de Témiscamingue, réunie en séance ordinaire mercredi soir dernier. Les élus de la MRC qui ont réaffirmé leur priorité, protéger l'accès au territoire, soutenir la vitalité des milieux et adapter l'organisation aux réalités régionales. Au cœur des discussions, le Conseil a de nouveau pris position en faveur d'un encadrement de la chasse à l'orignal pour les non-résidents, une mesure jugée nécessaire pour assurer l'équité, la durabilité de la ressource et l'accès pour les communautés locales. La municipalité régionale de comté de Témiscamingue s'inscrit ainsi dans un mouvement régional concerté, inspiré de pratiques déjà en vigueur ailleurs au Canada. C'est pas de fermer le territoire, selon le préfet de la MRC, Martin Lefebvre, mais de mieux l'équilibrer, soulignant que la chasse à l'orignal demeure un élément central de l'identité et de l'occupation du territoire témiscamien. Sur le plan du développement, le Conseil a autorisé la signature de l'entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité, incluant le volet vitalisation, et a appuyé le dépôt d'un projet innovant visant à renforcer l'attractivité et la main-d'œuvre au Témiscamingue. La séance qui a aussi donné lieu à plusieurs discussions organisationnelles, dont l'adoption d'un organigramme 2026 révisé, l'octroi d'un mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour des inspections foncières et l'approbation de la répartition des quotes-parts pour 2026. Plusieurs nominations sont entérinées aussi pour assurer une présence active de la MRC au sein des instances stratégiques régionales. Un conseil qui, à défaut de grands coups d'éclat, mise sur la cohérence, la protection du territoire et la mobilisation pour répondre, dis-je bien, aux enjeux actuels du Témiscamingue. Le préfet de la MRC, Martin Lefebvre, nous parle de ses perspectives d'ailleurs pour 2026. À vos infos, Témis. La partie logement, nous, on a beaucoup interpellé le gouvernement actuellement puis notre ministre régional sur des programmes qui sont souvent mur à mur. Donc, quand on veut parler même de construction de logements abordables, par exemple, écoutez, les programmes, là, puis l'apport que les municipalités peuvent avoir, parce que maintenant, il y a une réglementation qui permet aux municipalités là, de s'impliquer au niveau du développement immobilier. Mais en même temps, quand une municipalité ici au Témiscamingue, par exemple, va donner un terrain pour une construction, puis le terrain vaut 20 000 $ alors que dans des villes ou dans des endroits beaucoup plus populeux, le terrain vaut 200 puis 300 000. Donc, l'apport n'est pas le même et pourtant, c'est la même grandeur de terrain. Le résultat est le même. Un 12 logements, un 20 logements. Donc, on dit, ça prend des particularités. Puis, nous, on a fait la demande avant les fêtes, les 5 préfets ensemble, d'avoir en Abitibi-Témiscamingue un statut particulier. D'avoir le statut particulier, dans le fond, c'est justement d'avoir des programmes adaptés à notre réalité. On a des grands territoires, beaucoup de petites municipalités, des municipalités de 300, 400, 500 de population. Et puis, comment on peut faire lever des projets alors que ça coûte des centaines et des millions de dollars en immobilisation? Donc, on veut des programmes adaptés pour nos régions parce que, je le répète, on l'a mentionné à maintes reprises depuis plusieurs mois, l'Abitibi-Témiscamingue rapporte beaucoup au Québec. Et qu'est-ce qu'on a en retour? Je pense qu'on est capable, le gouvernement actuel ou à venir devra être meilleur dans ses retombées pour l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Parce que quand on se fait des toasts, on veut manger du pain, pas juste des miettes. Bien, effectivement. Puis c'est ce qu'on reçoit. Parfait.
2026, justement, vous voulez des programmes, vous voulez des actions pour le Témiscamingue parce que il y a beaucoup de projets là, qui sont sur la table. Bien, dans les projets, on le voit au niveau économique. Hein, quand on parle de diversification économique, le premier élément qu'on peut soulever, c'est la foresterie. Ouais. C'est pas juste chez nous, c'est partout au Québec. C'est le Canada qui est diminué. Qui est touché par un certain monsieur Trump. Oui, effectivement. Donc, mais en même temps, au Témiscamingue, on a quand même des ressources. On en a suffisamment. On a des essences qui sont inutilisées parce que le marché n'est pas là. Mais comment on est capable d'avoir des projets qui pourraient utiliser ces essences-là? Parce que le bois, quand même, c'est une ressource renouvelable. Donc, on y croit beaucoup. Puis, il y a beaucoup de secteurs, il n'y a pas juste ici, là, mais il y a beaucoup de régions au Québec là, qui sont en lien avec la foresterie. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'on a une étude, nous, qu'on a fait réaliser là, concernant l'industrie forestière. Puis, il faut s'asseoir avec l'industrie, il faut regarder avec les partenaires, avec la Société de développement du Témiscamingue, comment on est capable d'essayer de lever des projets. Puis parfois, c'est pas d'avoir des méga projets, on le souhaite tous, mais des petits projets qui, tranquillement, donnent de l'emploi puis peut donner de l'air un peu là, à notre beau Témiscamingue. Au niveau agricole, ben écoutez, on a la station de recherche à Notre-Dame-du-Nord. On me disait tout dernièrement, ils ont 52 projets en région. C'est pas tous au Témis, là, mais il y en a quand même des projets intéressants là, qui se travaillent actuellement pour le Témiscamingue. Donc, il y a beaucoup de grandes cultures qui ont pris sa place, mais est-ce qu'on est capable encore de diversifier, de répondre avec les changements climatiques? Ben, on est quand même un secteur où est-ce qu'on est capable de produire des produits différents de ce qu'il y avait, par exemple, il y a 25-30 ans. Puis le côté aventure nature. Hein? Ouais. On a un beau territoire, on le dit souvent. Mais avoir un beau territoire, se faire reconnaître et que les gens viennent nous voir, d'accueillir des touristes, d'accueillir des nouvelles familles, mais pour ça, ça prend de l'emploi. Donc, c'est sûr que pour la MRC, les maires et mairesses, on est très conscients là, qu'il faut travailler sur l'aspect économique, il faut travailler sur l'aspect logement. La partie migration, j'en ai parlé tantôt. C'est tellement nécessaire dans nos milieux. Ensuite, écoutez, puis là, je pourrais vous parler du complexe des eaux profondes, qui est un projet territorial qu'on souhaiterait faire financer une fois pour toutes là, par le programme du PAFIR SPA. Écoutez, je sais que l'Arena à Gig, hein, j'étais là samedi. Ils ont un projet quand même important. On n'était pas tout seul, hein? Non, vraiment, l'Arena était pleine. C'est vraiment une belle organisation. Puis écoutez, dans chacun des secteurs, je sais que la compagnie Ryam à Témiscamingue travaille sur ils travaillent sur une étude de projet là, pour avoir d'autres produits sur la planche à dessin. Qu'est-ce qui va se passer avec la Commonwealth à Belle-Terre, par exemple? Tu sais, c'est une usine là, qui est là depuis longtemps, mais on sait qu'il n'y a pas d'ouverture possible, là, en tout cas, dans les nouvelles que j'avais peut-être avant 2027, tu sais, ça c'est triste parce qu'on perd des emplois, c'est des familles qui voudront partir. Donc, comment on peut favoriser ça? Et puis, écoutez, c'est sûr que des projets, il n'en manque pas, mais il faut prendre ça une bouchée à la fois. Il faut travailler avec notre milieu. Puis je vous dirais, sans être le dernier projet, mais il y a aussi un élément fort important, c'est nos matières résiduelles. On doit s'asseoir avec les maires et mairesses pour voir quel projet on est capable de se doter au Témiscamingue. On a parlé souvent d'incinérateurs, de lieux d'enfouissement technique. Nous, actuellement, on transporte nos matières, on en transporte à Gatineau, on en transporte à Rouyn-Noranda. C'est beaucoup de frais, ça. C'est beaucoup de frais. Vous savez, au niveau environnemental, quand même, c'est des camions qui sont sur la route. Avec la qualité de route qu'on a aussi, ça, on pourrait en parler une autre fois. Mais c'est pour vous dire que... mais je suis pas découragé, loin de là. J'ai pas appliqué sur le poste de préfet en me disant qu'il y a rien à faire. Au contraire, 7 nouveaux maires et mairesses au Témiscamingue, des gens qui ont des idées, des gens qui sont prêts à travailler ensemble. Donc, puis avec des regroupements de services, hein, un comité se forme aussi pour que les petites municipalités, certaines regardent comment ils peuvent partager certains services. Donc, moi, je trouve qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Puis, on fera tous les efforts possibles dans le mandat de 4 ans qui nous est donné là, pour améliorer. Est-ce qu'on va faire des miracles?
Est-ce qu'on va inclure le projet Onimiki là-dedans? Ben, c'est clair, parce que le projet Onimiki, actuellement, il est en études. C'est des études qui devraient sortir l'été prochain. Et puis, vous savez, quand on parle de projet économique, de projet territorial, le projet Onimiki, c'est de l'argent nouvelle qui pourrait être amené pour notre territoire. Mais il faut, avoir nos études, regarder au niveau environnemental. Il faut que ça se fasse dans le respect de l'environnement. Dans le respect, puis vous savez, tout projet économique, là, que ce soit agricole, que ce soit hydroélectrique, forestier, tout projet a des impacts. Ça, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Mais moi, je pense qu'un projet comme ça peut être porteur d'avenir parce que le Témiscamingue, au niveau de l'eau, on en a déjà. Hein? On a 3 centrales hydroélectriques qui ont été construites ici là, quelques dizaines d'années. Et puis, moi, je pense qu'il y a une possibilité de faire un projet avec le réservoir Kipawa, mais le faire avec les impacts le moins possible. Puis, où est-ce que les gens vont pouvoir continuer quand même à avoir des activités nautiques, puis d'avoir des loisirs, parce que le parc Opémican, on en a parlé souvent, il est voisin de ce projet-là. Puis avec raison, c'est une infrastructure vraiment intéressante, le dernier parc de la CEPAC, puis on y tient, on est content de cet investissement-là. Et je pense qu'au niveau économique, il faut aussi mettre des efforts, puis travailler ensemble, faire des compromis pour avoir des retombées économiques là, qui vont servir pour nos municipalités. On s'en est déjà parlé, la saison se termine bientôt, il reste 8 matchs au moment où on se parle. Est-ce que la MRC pourrait faire quelque chose pour garder une équipe de la Great Metro Hockey League à Ville-Marie? Écoutez, il y aura... Je ne parlerai pas en fait de MRC parce qu'il y a des responsabilités, vous savez. Puis là, on peut se dire au niveau des loisirs, au niveau de travailler l'appartenance de son milieu, que ce soit l'équipe ici à Ville-Marie, l'équipe qui va revenir à Témiscamingue, les Titans, c'est nécessaire. Hein? Ça, c'est clair. Mais d'investir des sous de la MRC dans des équipes comme ça, je suis pas certain que c'est la bonne décision. Maintenant, ça veut pas dire de ne pas soutenir le développement, de regarder comment, avec des acteurs potentiels, des investisseurs, on peut maintenir ce type de loisir-là qui est nécessaire. La rivalité qu'il y a avec le secteur sud, avec ici... Elle est bonne. Elle est bonne, puis en même temps, ben il y a eu beaucoup de joueurs du Témiscamingue qui ont eu à passer dans ces équipes-là. Ça aussi, c'est un élément fort important. Monsieur Lefebvre, je dois entendre que si la MRC peut faire quelque chose, elle va le faire. Ben, on va travailler. C'est sûr que moi, je connais... particulièrement ici les propriétaires. Un peu moins sur le Témiscamingue, il y en a un des 6-7 personnes là, que j'ai rencontrées quand je suis allé à leur annonce. Mais c'est sûr qu'on a tout intérêt comme territoire à investir en culture, en loisirs, mais pour ça, ça prend des projets qui amènent quand même nos familles à pouvoir bien vivre, se nourrir, se loger, et puis avant les loisirs. Mais quand je dis ça, c'est pas de tasser ces projets-là, c'est fort important pour notre population. Souhaitons-nous de beaux projets en 2026, un autre développement, parce que j'ai l'occasion de m'apercevoir en travaillant ici que les gens ont de l'enthousiasme, foncent pour faire des choses. Alors, on continue à le faire, puis en espérant, évidemment, qu'on arrive à d'excellents résultats. Parlant de résultats, LVL Global, nouvelle convention collective, et c'est la preuve, je pensais à ça cette semaine, la seconde transformation, elle est efficace. C'est le cas avec LVL. Là. Effectivement. Puis, écoutez, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que beaucoup de gens ne pouvaient peut-être pas s'attendre à ça parce qu'on entend parler négativement du domaine de la foresterie. Bon, eux, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont un produit là, de niche, un produit qui se vend bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de défis. Particulièrement pour l'idée de comment s'approvisionner. Hein? L'approvisionnement, c'est un point d'interrogation un petit peu parce qu'actuellement, il n'y a pas de travaux forestiers, en tout cas très peu. Puis eux, ben ils réussissent à s'approvisionner, là, ils le font quand même en Abitibi, mais c'est des coûts de transport. Donc, eux aussi, bien qu'ils ont une nouvelle convention collective, bien que l'usine semble en santé, il reste qu'on ne prend rien pour acquis. Puis la MRC doit aussi être au courant et se tenir proche là, pour s'assurer de tout faire les efforts qu'on peut avec les différents ministères
pour les soutenir dans leurs beaux produits. Là. La preuve qu'on peut y arriver, en tout cas. Oui, effectivement. M. Lefebvre, merci de votre collaboration et puis à bientôt. À suivre. Au niveau municipal maintenant, le maire de Notre-Dame-du-Nord, Michel Vaillant, qui était récemment en nos studios, dans les perspectives 2026 de son administration municipale et avec les difficultés connues avec l'eau potable dans le dernier mois et un peu plus peut-être, il est normal que la ville tente de prioriser les installations liées à ces puits. D'autres priorités sont aussi à surveiller. Voici une entrevue avec M. le maire. Budget qui sera voté, augmentation de taxes, mais légère? Légère, naturellement. Il faut savoir qu'en 2025, l'année dernière, on avait voté une baisse de plus de 26% du taux de taxation, donc l'index qui était passé de 1,08$ du 100$ d'évaluation à 82 cents du 100$ d'évaluation. Tout ça avait été fait pour compenser la hausse significative qu'il y avait eu du rôle de l'évaluation. Cette année, il y aura un ajustement, c'est sûr. Il y aura des investissements qui seront annoncés aussi pour la sécurité, pour l'embellissement du village, pour la réfection de certaines rues, et donc un budget qui, oui, va avoir une certaine hausse, mais une hausse qui est limitée. Et une hausse aussi qui va servir directement à améliorer les services à la population. Et il y a une chose qui a été votée par le Conseil, ça, au Conseil régulier la semaine dernière, c'est de poursuivre avec la gratuité dans les services pour tout ce qui concerne l'action sociale. C'est-à-dire tous les événements qu'on a fait, que ce soit la journée honneur aux bâtisseurs, bâtisseuses, le brunch des nations, le week-end de la fête du travail, tout ça est gratuit et tout ça demeurera gratuit. Alors, il y a peut-être certaines activités au travers desquelles il y aura peut-être un montant, mais sinon, pour l'accès et puis pour participer et prendre part à ces activités, on garde la gratuité et ça, c'est une belle chose. Pour 2026, beaucoup de choses dans l'actualité de la part de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord? On attend la visite du ministre du ministre de la Sécurité publique, M. Yann Lafrenière. Il ne devait pas être là lundi? Non, s'il est là lundi, c'est en Abitibi, peut-être un peu plus loin, mais au Témiscamingue, non. Sa visite est prévue fin février. Donc, pour ce qui est de Notre-Dame-du-Nord, on attend encore la date et la confirmation. Pour confirmer des actions contre, évidemment, les crimes dont sont victimes les citoyens d'ici. C'est ça. Mais on en parlera des crimes parce que ça a beaucoup diminué et la situation est plus que sous contrôle aujourd'hui. Mais on parlait tout à l'heure de pas juste attendre, et donc c'est moi qui avais interpellé le ministre de la Sécurité publique, mais pas juste en lui disant, on va donnez-nous plus de ressources pour combattre le crime aujourd'hui. Non, pour une solution durable, donc une table de concertation, on propose de nouvelles choses. On n'attend pas qu'on nous dise quoi faire, on propose de nouvelles choses et donc une table de concertation avec les intervenants en milieu de la santé mentale, en milieu des drogues et addictions, du côté aussi de l'itinérance, donc avec les travailleurs de rue, avec les différents corps policiers, avec nos voisins et amis de la Première Nation de Témiscamingue. Donc un projet compréhensif, une table ronde où on va discuter de projets concrets pour améliorer la situation sur le long terme. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le travail qui a été fait, et pas juste de la municipalité, et pas juste de la Sûreté du Québec, mais le travail qui a été fait par l'ensemble des citoyens, l'implication des citoyens à dénoncer les crimes lorsqu'ils étaient commis, a permis l'arrestation de criminels, a permis aussi que des gens soient envoyés en prison pour les crimes qu'ils avaient commis. Il y a eu des saisies de faits, et depuis ces saisies... Des gens qui ont retrouvé le matériel volé, qui leur ont été retournés. Donc, justement parce qu'il y avait eu des plaintes de déposer. S'il n'y avait pas eu de plaintes de déposer, il n'y aurait pas pu relier les dossiers les uns avec les autres. Il y a eu des saisies de véhicules aussi qui ont été faits. On avait un problème avec les 4 roues, avec des côtes à côte. Il y a 4 véhicules qui ont été saisis et plus de 10 000 $ d'amende de remis aux contrevenants. Donc, ça fait partie de la solution. Mais la seule et unique raison pour laquelle ça a été un succès est qu'aujourd'hui, on peut
vivre calmement et paisiblement, c'est parce que tous les citoyens se sont impliqués. Les citoyens en action. Monsieur Vaillant, merci de votre présence et on vous revient au cours de l'année. Merci, Monsieur Moreau. Au revoir. La MRC de Témiscamingue qui passe à l'action pour préserver l'un de ses axes cyclables les plus stratégiques. Les élus qui sollicitent une aide financière de 30 000 $ pour assurer l'entretien de la route verte ligne du Mocassin en 2026. Une infrastructure jugée essentielle au transport actif et au tourisme durable dans la région. La demande qui a été autorisée à l'unanimité par le Conseil des maires dans le cadre du programme Vélos 3 2025-2028, administré par le ministère des Transports et la Mobilité durable. Pour la MRC, cet appui financier est nécessaire afin de maintenir un réseau sécuritaire, fonctionnel et attrayant pour les cyclistes et les usagers. Les élus rappellent que la route verte contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration du bilan routier et à la vitalité touristique du Témiscamingue. La MRC qui confirme par ailleurs sa contribution financière au projet et s'engage à respecter l'ensemble des exigences du programme. La réponse du ministère est attendue au cours de 2026. Tant qu'à y être, allons dans le monde du sport. Tiens, Jeux du Québec, ben oui, c'est commencé depuis dimanche dernier. Une centaine de jeunes adeptes de ski alpin, accompagnés de 40 bénévoles, participaient dimanche dernier à la 41e finale centralisée des Jeux du Québec. Ça s'est passé au Mont Kanasuta, à Rouyn-Noranda. Tous ont bravé le froid, participant aux épreuves sous un ciel plein soleil quand même. 2 athlètes par excellence Pro Mutuelle Assurance Altan ont été sélectionnés. Au volet esprit sportif, Alexis Beaulieu chez les U12 Mont Kanasuta et au volet compétition, Sophia Denis Larocque, U8 Monvidéo. Bravo à tous les participants et tous les médaillés dont nous publions la liste prochainement, dans les prochaines secondes, de cette 41e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. 14 autres disciplines regrouperont 1200 jeunes dès le 30 janvier jusqu'au 8 février. La cérémonie d'ouverture avec les porte-paroles Jacob Neveu et Sarah-Ève Coutu-Godbout et les athlètes vêtus des vêtements sportifs aux couleurs de leur sport a lieu vendredi 19h à la scène Paramount, comme ce sera le cas pour les athlètes qui rivaliseront. Ils visent une participation avec 3000 jeunes de 19 régions aux Jeux d'hiver, la 60e édition prévue à Blainville du 27 février au 7 mars. Dans le monde du hockey, avec 7 rencontres à jouer avant la fin de l'actuelle saison et le début des séries éliminatoires, vos Pirates à Ville-Marie restent toujours en équilibre avec une fiche de 16 victoires, 15 revers, un peu au-dessus de 500 en 33 matchs. Ils ont perdu dimanche dernier alors que la deuxième période a été difficile, revers de 7-3 devant les Rattlers de Bradford. Dans la défaite, Jacob Boulanger a compté son premier but dans l'uniforme de l'équipe témiscamienne. Samedi, les Pirates qui ont blanchi les Rilers de Tottenham 5-0. Maxime Desilets enfilant un tour du chapeau. Dylan Rivière marquant en avantage numérique et Cooper Brazo complétant le pointage. Victoire qui survenait au lendemain d'une première défaite au cours de la fin de semaine, revers de 5-3 face aux Stars de Northumberland. C'était le 146e match en saison régulière dans l'uniforme des Pirates de Nicolas Milhomme, un record à Ville-Marie. Félicitations Nicolas. Avec 3 matchs à faire à domicile, 4 sur la route, la troupe de Marc-André Caron qui reçoit Wasaga Beach. Samedi, c'est à 20h à l'aréna locale. Les élèves de l'école Gilbert Héberge de Témiscamingue qui présentent une partie de hockey hivernal vendredi 30 janvier, c'est à 13h15 au centre de Témiscamingue. Belle initiative puisque l'affrontement entre les Avalanches et les Jokers amassera des contributions volontaires au profit de la mission Tournesol. Enfin, à toutes les Lorrain-Villoises et Lorrain-Villois, TV Témis souhaite un bon carnaval. Ben oui, c'est la 61e fois que le Témiscamingue y célèbre l'hiver du 30 janvier au 2 février. Des courses d'accélération de motoneige ont lieu samedi, aussi un bingo d'abord jeudi, la parade vendredi, un spectacle hommage aux cowboys fringants samedi vers 21h. Un bon carnaval à Lorrainville. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. À mercredi prochain sur vos infos Témis à TV Témis.